Contre les médicaments contrefaits, 52 tonnes de ces produits ont été détruites aujourd'hui et c'est dans le cadre des activités des Journées nationales de lutte contre le trafic et l'utilisation des médicaments lancées ce matin par le président de la République. Le Salon de l'agriculture à Paris avec la journée du Mali célébrée hier, une journée mise à profit pour mettre l'accent sur le potentiel hydro-agricole du pays, un clin d'œil notamment aux investissements privés. La page santé de ce lundi est consacrée à la prothèse dentaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce point complet de l'actualité. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, a donné ce matin au CICB le coup d'envoi des Journées nationales de lutte contre le trafic et l'utilisation de médicaments contrefaits. La tenue de ces journées vise à mettre ensemble les différents acteurs de la question afin de réfléchir aux dispositifs appropriés pour faire face à ce phénomène. Et pour le chef de l'État, l'information et la sensibilisation doivent être renforcées. Le point avec Amadou Sankari. Ces journées constituent un plaidoyer aussi bien au niveau national, sous-régional qu'international, visant à mettre en commun les efforts des pays, organisations internationales et partenaires au développement face à la lutte contre le trafic et l'utilisation de médicaments contrefaits. Il s'agira donc au cours de ces journées de dégager des pistes de solutions face à la problématique des faux médicaments. Dans les jours à venir, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali soumettra pour la signature aux plus hautes autorités de notre pays la Convention Médicrime. Cette convention est le premier cadre juridique international relatif à la lutte contre les faux médicaments. Elle a été adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 8 décembre 2010 et est ouverte à la signature des pays non membres du Conseil de l'Europe depuis le 28 octobre 2011. Depuis février 2002, le Mali s'est doté d'une commission nationale de lutte contre la vente illicite de médicaments à travers un certain nombre de dispositifs. Ce dispositif institutionnel comprend entre autres le Laboratoire national de la santé, la direction de la pharmacie et du médicament, l'inspection de la santé, la pharmacie populaire du Mali et les ordres professionnels avec un ensemble d'outils comme le schéma directeur d'approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels, la commission d'autorisation de mise sur le marché et le comité de pharmacovigilance. Aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur du phénomène et des conséquences qu'il engendre, il faut une sensibilisation accrue, mais surtout la rigueur dans l'application des textes. Les législations en vigueur et toutes les dispositions de justice et juridiques doivent être prises pour qu'on puisse trouver une législation classique qui désormais va prendre les faux médicaments au même titre que la drogue et les stupéfiants. L'interdiction également que cela ne pénètre nos pays. Interdire également la vente. Parce que c'est vrai, ça fait peur lorsqu'on se rend dans certains marchés de Bamako. C'est des paniers pleins derrière les véhicules, derrière des motos et des pharmacies ambulantes qui se promènent à vendre la mort. Il faut qu'on l'arrête, il faut que ça cesse. Et nous prendrons toutes les mesures pour y en arriver. Je voudrais également vous rassurer que la sensibilisation et l'information doivent continuer. Il faut convaincre, il faut instruire. Je pense que c'est dans la sensibilisation, c'est dans l'information que nous devons être constamment en œuvre. Mais la répression doit être rigoureuse. Nos textes doivent être renforcés et des mesures implacables doivent être prises. Je voudrais au nom du Mali prendre l'engagement ici que les résultats de vos travaux qui nous seront remis, nous tirerons le meilleur parti et nous respecterons scrupuleusement toutes les dispositions que vous aurez retenues. La lutte contre les médicaments contrefaits est un combat de longue haleine qui demande une conjugaison de tous les efforts requis en la matière. Et pour joindre l'acte à la parole, 52 tonnes de produits avariés ont été détruites aujourd'hui. L'objectif visait l'abandon définitif de l'usage de ces médicaments nuisibles à la santé de la population. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, une des activités de la journée de lutte contre le trafic et l'utilisation des faux médicaments. Tchemoko Konate était présent, son compte rendu. Contrairement à ce que pense une frange importante de la population, les médicaments contrefaits sont nuisibles à la santé. Malheureusement, ces médicaments semblent inonder le pays.
On les appelle Kumbleni, Konfeni, Sampre, Fatokeni, Brebla, entre autres. Face à la prolifération de ces produits, les forces de sécurité ont intensifié ces derniers temps les interventions sur le marché des médicaments. Résultat, la saisie de 52 tonnes de médicaments avariés, dont la destruction a mobilisé plusieurs membres du gouvernement. L'événement se situe dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de lutte contre le trafic et l'utilisation des faux médicaments. Une action, un signal fort destiné à marquer les esprits. Faire en sorte que ces médicaments contrefaits, ces faux médicaments, qui sont nuisibles à la santé, qui au contraire, au lieu de guérir, ne font qu'aggraver la maladie, que ces médicaments-là ne puissent plus pénétrer sur le sol malien. Nous demandons à tous les services de répression, la police, la douane, la gendarmerie, beaucoup plus d'ardeur dans le travail qu'ils sont en train de faire. Il faut reconnaître que ces services-là ont fourni beaucoup d'efforts parce que pratiquement chaque année, nous détruisons entre 70 et 100 tonnes de médicaments qui sont saisis par les services de répression. Les trafiquants de ces médicaments contrefaits seront traduits devant les juridictions. Les trafiquants généralement sont traduits devant les tribunaux. Comme vous le savez, l'importation de médicaments illicites est un délit douanier. Donc, quand nous dressons procès verbal après la saisie, nous remettons les délinquants au procureur de la République chargé des poursuites. Les forces de sécurité se disent plus que jamais déterminées pour assurer la sécurité et le bien-être de la population. Des produits pharmaceutiques, cette fois-ci des bons, ce sont des produits iraniens qui seront bientôt sur le marché malien. Dans ce cadre, une séance de travail a réuni Maliens et Iraniens autour de la question et c'était dans la salle de conférence du ministère de la Santé. Il s'agissait donc pour les deux parties de revoir les différents points de partenariat dans le secteur de la santé pour rendre disponibles ces médicaments dans notre pays. Le ministre de la Santé a ensuite réceptionné un lot de médicaments et des moustiquaires estimé à 100 millions de francs CFA, un don remis par la ministre iranienne en visite dans notre pays. Agali Agissa. La coopération entre le Mali et la République islamique d'Iran est vieille de plusieurs années. Elle touche plusieurs domaines dont la santé. C'est dans ce cadre que les ministres en charge de la santé des deux pays ont tenu cette rencontre. Objectif à rendre plus disponibles les produits pharmaceutiques iraniens sur le marché malien. Les points saillants donc de la rencontre ont porté sur la mise sur le marché de certains médicaments iraniens conformément aux procédures en vigueur et aussi la réalisation du centre de santé par la partie iranienne qui a déjà commencé et qui sera prêt d'ici 4 mois au plus tard. Et nous avons également parlé de la formation et la partie iranienne est prête à nous aider à former le personnel de santé, aussi bien dans le domaine de la formation médicale que dans le domaine de la fabrication des médicaments. Et aussi, il a même été question de transfert de technologie ici au Mali pour fabriquer nous-mêmes certaines spécialités. Autre temps fort de la rencontre, c'est la remise d'un lot de médicaments et 4500 moustiquaires au ministère de la Santé. Le don est fait gracieusement par la République islamique d'Iran au Mali. Ce sont les médicaments qu'on a préparés selon la liste qui nous a été donnée pour la lutte contre différentes maladies, palu, les crises cardiaques, les antibiotiques et les autres. Et pour les maladies de reine, de sérum. Ce don est estimé à 100 millions de francs CFA. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, a accordé cet après-midi une audience au président du directoire de la Fondation Raoul Folero. Accompagné du ministre de la Santé, Michel Récipon, était venu remercier le chef de l'État pour son assistance constante aux lépreux. Le premier responsable de la Fondation Raoul Folero a également échangé avec le président Touré sur la nécessité de poursuivre et d'intensifier la lutte contre la lèpre. Car, dit-il, chaque année, 250 000 nouveaux cas de la maladie sont enregistrés à travers le monde. Le compte rendu d'audience avec Bourama Traoré. Le 1er mai 2011, le président de la République, Mamadou Tchani Touré, a accordé cet après-midi une audience au président du directoire de la Fondation Raoul Folero. Accompagné du ministre de la Santé, Michel Récipon, était venu remercier le chef de l'État pour son assistance constante aux lépreux. Le premier responsable de la Fondation Raoul Folero a également échangé avec le président Touré sur la nécessité de poursuivre et d'intensifier la lutte contre la lèpre. Car, dit-il, chaque année, 250 000 nouveaux cas de la maladie sont enregistrés à travers le monde. Le compte rendu d'audience avec Bourama Traoré.
Le taux national de prévalence de la lèpre au Mali est de 0,22% pour 10 000 habitants. Depuis 2001, notre pays a atteint le seuil d'éradication de la maladie. Comment ne pas venir saluer les premiers responsables de cette baisse tendancielle de la lèpre au niveau national? C'est tout le sens de cette visite du président du directoire de la Fondation Raouli Folero chez le président de la République. Je venais rencontrer le chef de l'État pour le remercier pour sa présence constante depuis de nombreuses années à la fête, à la journée mondiale des lépreux. Et aussi tout l'appui du gouvernement et pour les remercier aussi de toutes les actions qui ont été faites ici. Les efforts sont très appréciables, simplement pour donner quelques chiffres. Dans les années 70, à peu près, il y avait pas loin de 100 000 lépreux, Madame la ministre. Il y en a moins de 500 aujourd'hui. Les résultats ainsi enregistrés dans la lutte contre la maladie doivent être consolidés et renforcés, car la lèpre reste encore un problème réel de santé publique. Pour venir à bout du fléau, certaines actions s'avèrent nécessaires. En première ligne, le renforcement des capacités des structures sanitaires pour un dépistage précoce et une prise en charge efficace des nouveaux cas. Depuis maintenant une trentaine d'années, 14 millions de lépreux ont été soignés dans le monde. Mais la lèpre ne s'arrête pas encore, puisque chaque année, il y a à peu près 250 000 nouveaux cas par an. Et donc, ce sont toujours les fins de programme qui sont les plus difficiles à avoir, puisque c'est parfois dans les zones inaccessibles, c'est parfois dans les endroits difficiles. Donc, il ne faut surtout pas relâcher les efforts, bien qu'il y a beaucoup de résultats. Le chef de l'État reçoit le président du directoire de la Fondation Raouli Folero 24 heures seulement après la célébration de la journée mondiale des lépreux au Mali. Une journée qui a sa 59e édition. Le président directeur général de la société sud-africaine AMCA était ce matin chez le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Leur entretien a porté sur cette société spécialisée dans le traitement des eaux usées qui veut intervenir au Mali dans ce domaine. En plus de la gestion des eaux usées à Bamako, la société veut former des personnes pour prendre le relais. Écoutons Ismaël Kala, PDG de AMCA, au micro de notre reporter Amadou Ouattara. J'ai été invité par M. Ali pour venir investir au Mali dans le cadre de la gestion des eaux usées. Donc, nous sommes travaillé sur le centre de gestion des eaux usées de Sotiba. C'est ça l'objectif. Leur souhait, c'est de développer un peu tout ce qu'il y a comme gestion des eaux usées et la purification de l'eau. Après le traitement des eaux usées du centre de Sotiba, le deuxième objectif, c'est de construire un centre académique pour former les Maliens, à ce qu'ils puissent prendre le relais pour pouvoir ne serait-ce que gérer les eaux usées du fleuve du Niger. Leur deuxième objectif, c'est de pouvoir améliorer les systèmes sanitaires au niveau de Bamako. Et ils sont venus avec quelques experts qui vont identifier les besoins du Mali et en fonction de ça maintenant, ils trouveront des solutions adéquates. Stratégie nationale du contrôle interne, les experts en parlent depuis ce matin au Centre international des conférences de Bamako. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les responsables des différents départements ministériels sur le contrôle général des services publics, la lutte contre la corruption et la délinquance financière. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé et plusieurs autres membres du gouvernement. Compte rendu Mahamadou Doumbia. Faire apprendre aux différents départements ministériels le système de contrôle interne, telle est l'ambition de cet atelier de mise en œuvre de la stratégie nationale spécialisée en la matière. Un atelier qui, à la fin des travaux, facilitera du coup la tâche aussi délicate de vérification, surtout dans le domaine des finances publiques, avec l'implication des partenaires techniques et financiers. Le processus d'élaboration de la stratégie nationale du contrôle interne qui a débuté en 2010 est aujourd'hui une réalité après l'adoption du document de stratégie nationale du contrôle interne élaboré en août 2011 et son plan d'action. La mise en œuvre d'une stratégie nationale de contrôle interne répond au souci constant de relever le défi de la bonne gouvernance dans un contexte de rareté de ressources, de la décentralisation, de la généralisation de la pratique de la gestion axée sur les résultats et de la transposition et de l'application des directives de l'UEMOA relatives à la gestion des finances publiques. Pour cet atelier, 2 jours auront suffi pour appliquer les techniques d'apprentissage approfondies du système de contrôle inscrit dans le cadre du développement institutionnel. Un des enjeux prioritaires de la stratégie nationale de contrôle interne est la responsabilisation des gestionnaires dans la mise en place du contrôle interne pour assurer la maîtrise de leurs opérations et risques, c'est-à-dire la sécurisation de leur gestion. La présente rencontre a pour objectif
de partager avec vous, responsables de la gestion des ressources publiques, les réformes prévues dans le cadre de la stratégie nationale de contrôle interne. La réussite de cette stratégie nationale du contrôle interne dépendra de l'engagement de la classe politique et sa capacité à promouvoir le changement, la responsabilité des services publics et enfin l'efficacité des organes de pilotage et leur capacité à accompagner le changement, a ajouté en substance le Premier ministre. Commission mixte Mali, partenaires techniques et financiers. Les travaux se sont déroulés cet après-midi à l'hôtel Laïko El Farouko Kempinski. Le défi démographique et ses répercussions budgétaires et économiques étaient au centre des débats. Une occasion pour les deux parties de traduire la vitalité de leurs relations. Compte rendu, Isaac Tchenou. 30e du genre, cette rencontre entre partenaires techniques, financiers et gouvernement du Mali a porté sur le défi démographique et ses répercussions. Élément essentiel pour la maîtrise de l'économie, les tendances actuelles de la croissance démographique dans notre pays et ses conséquences méritent méditation. Pour le développement durable au Mali, il faut donc maîtriser le taux de croissance démographique et en même temps renforcer une croissance économique accélérée et inclusive qui permet la création d'emplois et une augmentation significative des recettes fiscales. Les défis de la démographie et ses répercussions budgétaires se font sentir globalement, mais ils se manifestent de différentes manières. Au Mali, le défi principal est d'assurer des services sociaux et des emplois pour une population très jeune et croissante, avec beaucoup d'aspirations pour son avenir. Cette croissance aussi rapide de la population est sans doute un défi majeur que le gouvernement du Mali doit relever. La commission mixte Mali partenaire permettra d'adopter des orientations pour le futur. La population malienne a évolué entre 1998 et 2000 à un rythme annuel moyen de 3,6% contre 2,2% entre 1987 et 1998. Cette croissance démographique rapide de la population pose sans conteste la problématique de sa soutenabilité au regard du rythme de croissance économique jusqu'ici enregistré de 5% en moyenne par an. C'est pourquoi nous avons convenu d'en faire la thématique centrale de la présente réunion. L'exposé des démographes a permis aux deux parties de mieux comprendre le rythme de croissance de la population. Les débats ont porté sur comment afficher l'engagement politique, le cadre institutionnel et politique de la population, de même que les actions urgentes à mener. Quelques réponses aux défis de la démographie ont été proposées, notamment le développement et l'accélération d'une véritable politique de population. Nous quittons les salles pour les routes maintenant. Les travaux d'aménagement et de bitumage des voies d'accès à la cité universitaire de 4000 places de Kabala viennent de démarrer. Le chantier a reçu aujourd'hui la visite du ministre de l'Équipement et des Transports, accompagné de ses collègues de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que du logement, des affaires foncières et de l'urbanisme. Ces travaux, qui coûteront plus de 6 milliards de francs CFA, concernent 3 tronçons sur une distance de 14 km 700. Daouda Sidiki Diarra est allé voir. Pour un coût total de plus de 6 milliards de francs CFA, le projet d'aménagement et de bitumage des voies d'accès à la cité universitaire de 4000 places de Kabala a reçu la visite de 3 membres du gouvernement. Les travaux qui viennent de démarrer concernent 3 tronçons. Le premier tronçon est long de plus de 5 km et va du marché de Kabala à celui de Ngolobougou avec une plateforme de 10 mètres et une chaussée à 2 voies de 7 mètres de largeur. Que l'entreprise a mobilisé son matériel, a commencé les opérations de carrière et le déblayage. Maintenant, ce qui reste sur le chemin critique de cette voie d'accès, qui est d'une importance stratégique pour ce site, c'est l'occupation de l'emprise. C'est pourquoi, avec le ministre des Domaines ici, nous allons entreprendre toutes les actions de sensibilisation nécessaires. Mais nous allons surtout introduire avec le ministre une communication pour déclarer d'utilité publique les travaux de construction de ce site-là pour préserver un peu les intérêts de tous les acteurs. Le deuxième tronçon est la voie de contournement de la cité qui s'étend sur 8 km. Le dernier comprend 4 voies intérieures et 9 ouvrages. Toutes ces voies seront en béton de 50 mètres. Une fois aménagées, ces voies offriront le confort. On a le délai, nous allons réceptionner ces résidences et probablement quelques mois après, la route sera libre, pas seulement pour les étudiants et les enseignants qui viendront ici, mais pour toute la population.
Pour les ministres du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, il y a lieu de prendre des dispositions réglementaires pour que l'entreprise chargée de réaliser les travaux soit dans la légalité. Toutes choses qui permettront d'évoluer rapidement dans l'exécution correcte des travaux de ce chantier. Selon l'entrepreneur, la problématique principale est le drainage des eaux des pluies issues des ouvrages de traversée dont l'emplacement se trouve sur des terrains à titre foncier. Les 3 ministres ont visité la cité universitaire de 4000 places de Kabbalah financées par l'État malien à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Les travaux avancent à souhait. Les réalisations d'infrastructures qui se poursuivent à Caille également. Dans exactement 16 mois, la région de Caille aura sa toute première centrale thermique. La première pierre a été posée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Abiwan, coût du projet 50 milliards de francs CFA financé par la société Albatros Energy. La future centrale thermique aura une puissance de 92 MW. Wartem Caille, les explications avec notre correspondant Idrissa Goulou Sissoko. La centrale thermique de Caille sera construite près du poste de transformation de la Société de gestion de l'énergie de Monantali, Sogem à Médine. D'une capacité de 92 MW, elle coûtera 50 milliards de francs CFA financée par Albatros Energy SA et ses partenaires. La future centrale thermique de Caille contribuera à l'augmentation de la production énergétique à hauteur de 22% et créera des emplois. Il contribuera, j'en suis sûr, à renforcer l'indépendance énergétique de notre pays et la couverture des besoins en énergie sans cesse croissant. En outre, il générera environ 150 emplois directs et plus d'une centaine d'emplois indirects. Le maire de la commune de Awadembaya, qui abrite la centrale, a souhaité que l'électricité soit vendue à la population à un tarif préférentiel. Ce qui permettra, selon Ibrahim Sarr, de faciliter l'accès à l'énergie, donc de développer des activités génératrices de revenus. La société Albatros est fière de contribuer au développement de notre pays et a rassuré que le projet respectera les normes environnementales, a dit le PDG de Albatros SA. Après la pose de la première pierre, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a visité le poste de transformation de la Sogem auquel la centrale thermique sera connectée. Il s'est rendu également sur le chantier de la centrale hydroélectrique de Felou. Ces 3 activités participent d'une démarche qui consiste justement à améliorer nos capacités productives dans le secteur de l'électricité et ce faisant mettre à la disposition des activités minières et d'autres industries connexes de l'énergie en quantité suffisante et dans des conditions économiquement suffisantes aussi. Il faut ajouter que la centrale comprend une unité de production d'énergie constituée de 8 groupes, 11,2 MW chacun, soit une puissance totale installée de 92 MW fonctionnant au fioul lourd. Du côté de la 5e région, c'est la ville de Ngouma qui aura bientôt une salle de spectacle de 200 places. L'infrastructure dont la première pierre a été posée le week-end dernier est financée par la présidence de la République à hauteur de 50 millions de francs CFA. Elle contribuera à l'épanouissement culturel de la commune. Et à Bokoum nous fait le point depuis Mopti. L'acquisition du financement de l'infrastructure résulte une suite favorable à la sollicitation de l'honorable député Mme Diko Fatmata Diko, élue à Douanza auprès du président de la République. Et le choix de Ngouma, chef-lieu de la commune rurale de Diaptoji, pour abriter le local est loin d'être fortuit. Selon l'initiatrice, la commune de Diaptoji est l'une des communes les plus importantes, les plus peuplées, la plus riche de sa diversité culturelle. Ainsi, cette salle de spectacle, qui contribuera sans doute à la promotion culturelle, sera un espace d'épanouissement collectif et d'enrichissement mutuel. La salle dont nous posons la première pierre aujourd'hui se voudra être le lieu d'enrichissement mutuel venu d'ici et d'ailleurs. Elle doit être un lieu de rencontre, de partage, un lieu de festivité et aussi un lieu de mémoire, un lieu de réflexion, mais aussi un lieu de collecte, un lieu de protection et aussi un lieu de projection vers l'avenir. Les autorités communales qui se sont réjouies du choix porté sur leur commune n'ont pas manqué d'éloges pour féliciter l'initiatrice pour cet acte de citoyenneté. Ce joyau de 200 places qui sortira de terre dans 3 mois sera bâti sur une superficie de 222,31 m² par l'entreprise Zongma Construction et le bureau d'architecture Conseil BAC, le maître d'œuvre, pour un coût total de 50 millions de francs CFA financé par le président de la République. La salle comprendra un bureau, une caisse,
un vestiaire, une scène, un avant-scène, un gradin, un local technique. Les dons pour la crise du Nord maintenant. À Tombouctou, le collectif des chambres consulaires vient de remettre au gouverneur de la région la somme de 725 000 francs CFA et 4 taureaux. Cette contribution vise à soutenir l'armée malienne dans sa quête de restauration de la paix et de la sécurité au nord du pays. Le chef de l'exécutif régional a remercié les donateurs pour cette action patriotique. Wartem Tombouctou, Moulay Saya. À Tombouctou, face à l'insécurité persistante qui freine le développement, le collectif des chambres consulaires a remis au gouverneur de la région de Tombouctou 4 taurions et une somme de plus de 700 000 francs pour soutenir les efforts de l'armée. Pour le représentant du collectif, le Mali est un et indivisible. Nous ne pouvons pas rester passifs, insensibles à ces crimes odieux. À travers cette audience, nous voulons vous signifier notre soutien indéfectible au président de la République et à notre vaillante armée. Soyez assurés, monsieur le gouverneur, que nous souscrivons et sans condition à toutes les démarches tendant à ramener la paix et la quiétude dans notre pays, qui restera un et indivisible. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées aux familles en deuil. Le gouverneur de la région a rassuré les opérateurs économiques et les a exhortés à plus de calme et de sérénité. Vous ne trouverez nulle part où on peut trouver toute une armada de signes de paix, comme le jardin de la paix, la dune de la paix, l'école de la paix, la flamme de la paix sur place, et trouver 3 communes qui ont pour nom la paix. Je mets quiconque en défi de me montrer un endroit où on peut trouver tout cet ensemble qui signifie encore la paix. Donc ça veut dire que la paix c'est le maître mot de chacun d'entre nous. Et nous avons le devoir de construire le futur. À Tombouctou, tous sont unanimes que ces événements douloureux freinent le développement de la région déjà éprouvée par la mauvaise pluviométrie. Et puis le collectif des ressortissants du Nord coréen ressent de la fierté face à l'engagement de l'armée malienne. Le collectif soutient donc de manière indéfectible l'armée dans sa mission de défense de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Le collectif des ressortissants du Nord encourage le gouvernement à mettre l'armée dans toutes les conditions. Lendemain d'élections présidentielles au Sénégal, les 5 300 000 électeurs ont accompli leur devoir de citoyen dans les urnes. En attendant les résultats, on relève un bon taux de participation et la vie reprend son cours normal. Pour l'heure, les esprits se préparent à un éventuel second tour. Le récit de nos envoyés spéciaux, Seydou Sissoko, Aoué Touré. Le premier tour du vote est derrière nous, disaient ce matin les habitants de Dakar. Le pays s'est réveillé avec un ouf de soulagement. L'opération de vote s'est déroulée dans son ensemble, dans le calme, sans aucun incident. Le taux de participation de l'ordre de 60% a été salué par tous. Les commerces ont rouvert petit à petit, mais avec chacun l'oreille collée à sa radio ou devant le petit écran. Les opérations de dépouillement ont continué jusque tard dans la nuit. On ne peut pas beaucoup s'étendre sur les tendances. Mais cependant, les journaux sénégalais, eux, parlent d'un éventuel second tour entre le président sortant, Maître Abdoulaye Wade, et Macky Sall, son ancien premier ministre. Les Sénégalais ont voté dans le calme, titre le quotidien national. Moustapha Niasse, faiseur de roi, titre l'As dans sa livraison du jour. L'autre quotidien, Walfadjri, de s'arrêter sur Macky Sall. Le second est Libération de dire que c'est le Sénégal qui a gagné. La commission électorale nationale, quant à elle, par la voix de son président, se dit satisfait du bon déroulement du scrutin. Direction Paris maintenant au Salon de l'agriculture de Paris. Le clou pour les pays invités, ce sont les journées dédiées hier au Mali. La manifestation sous la présidence du ministre de l'Agriculture a attiré un nombre important de Maliens de la diaspora, mais aussi les représentants des organisations partenaires du Mali. L'accent a été mis sur le potentiel hydro-agricole à valoriser par les investissements privés. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Youssouf Touré, Brahima Koulibaly.
Au stand officiel du Mali, au Salon de l'agriculture de Paris, les étals affichent ce que le pays produit de mieux. Parallèlement, on communique sur les ambitions et les défis à relever pour les atteindre. C'est le but de la journée du Mali au Salon de l'agriculture de Paris. La volonté du gouvernement du Mali aussi passe par l'industrialisation du secteur agricole en vue de faire du Mali un pays exportateur de produits agroalimentaires transformés et labellisés. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour saluer le courage de nos braves agriculteurs et éleveurs. Faisons du Mali une puissance agricole. C'est des vœux, maintes fois exprimés par le chef de l'État du Mali, vœux que nous partageons tous dans cette salle. Tous les orateurs au cours de la journée sont formels. Le potentiel hydro-agricole du Mali est incommensurable, reste pourtant à le valoriser car un pays avec autant de ressources ne doit pas connaître de déficit céréalier, affirme le ministre de l'Agriculture. D'où l'appel du pied aux investisseurs privés. Et nous avons dit que l'agriculture du Mali, c'est pas seulement aussi l'Office du Niger. Le Mali, c'est 45 millions d'hectares de terres agricoles. Donc il y a des possibilités. Il y a des possibilités dans le domaine du riz, dans le domaine du coton, dans le domaine des fruits et légumes, mais aussi dans le domaine des céréales. Nous avons des possibilités également dans le domaine de toutes les productions. Les gens doivent s'informer en quittant ici. Nous avons une ambassade, nous avons un consulat à Paris. Donc tous ceux qui veulent investir peuvent passer par l'ambassade et le consulat pour prendre les informations. Ceux qui sont venus à la journée ont écouté avec intérêt les informations qui ont été échangées. À la fin, ce sont des opinions qui se fortifient et s'expriment aisément. Ayant vu l'agriculture malienne a un potentiel énorme. Elle a des terres pas vierges, mais des terres disponibles, des terres aménageables. Elle a des bras, elle a une certaine connaissance. Il lui manque aujourd'hui une dynamique, il lui manque certaines techniques et il lui manque effectivement une partie de moyens pour permettre d'avoir les grandes infrastructures et aménagements nécessaires pour faire, que ce soit les routes pour sortir, que ce soit l'eau, comme ça a été bien présenté par rapport à la zone du Niger, que ce soit ce qui a été repris par le ministre de l'Agriculture, la transformation des produits, ces secteurs-là ils méritent d'être développés. Si le secteur privé, qui est le seul apte à développer, en appui à l'État, en synthèse ou en complémentarité de politiques publiques dans ce domaine, ça me paraît être le montage qui permet de sécuriser, de donner la puissance à l'industrie agroalimentaire et aux infrastructures de transport pour pouvoir se mettre en place, être gérées et permettre aux producteurs de travailler sur ça. Ce communiqué qui ouvre la page des activités politiques dans le cadre de l'organisation de l'élection des conseillers nationaux du 25 mars 2012, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales a l'honneur d'inviter les partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants à communiquer les noms de leurs mandataires au niveau national, régional et local, respectivement aux ministres, aux gouverneurs de région et du district de Bamako, ainsi qu'aux préfets. À Koulikoro, les responsables du parti Convergence africaine pour le renouveau, Ker Afriki Lakouraya, ont tenu leur congrès dans la salle Siramouri Diabaté samedi dernier avec leurs militants et sympathisants. Objectif échanger avec la base sur les orientations générales du parti. Koulikoro, les détails avec Agibou Koulibaly. La rencontre des responsables du parti Convergence africaine pour renouveau Ker Afriki Lakouraya avec les militants de Koulikoro a permis de faire la rétrospective de la vie du parti au niveau national et régional. Et un jeune parti qui a beaucoup d'ambition pour le Mali, singulièrement la région de Koulikoro. C'est dans un sens d'édifier les gens, ce que c'est que le parti, les ambitions, les réalités et, comment dirais-je, ce que le parti veut faire à Koulikoro ici. Donc pour nous, Car est un château qu'il faut entretenir. Il faut nourrir, il faut le faire grandir pour que vraiment tout un chacun puisse avoir quelque chose, dont un chant en un mot. Cette tribune a été l'occasion pour les militants de la région et d'ailleurs d'échanger avec les cadres de la Convergence africaine pour le renouveau sur les orientations et les directives du parti pour mieux l'implanter en deuxième région. Nous voulons que notre culture soit au centre de nos préoccupations. Nous voulons que nos religions soient combinées
avec nos cultures pour pouvoir façonner une forme de vie démocratique et aboutir à un Malien nouveau. CAR veut construire une société de responsabilité, de liberté et de solidarité orientée vers un développement harmonieux. Aussi, CAR mettra un accent particulier sur l'encadrement des mécanismes d'aide aux entreprises innovantes. La prestation des artistes locaux a été l'un des moments forts de cette rencontre de la CAR en deuxième région. La section du parti Union pour la République et la démocratie, URD de Gao, a fait sa rentrée politique à la faveur d'une conférence organisée pour la circonstance. Les responsables du parti de la poignée de main ont échangé avec la base sur la vie du parti ainsi que les perspectives dans les échéances électorales de 2012. Les différentes rencontres ont été animées par les représentants de la direction nationale du parti ainsi que les responsables de la section et de la sous-section de la 7e région. Gao, Bouakar Bablin Touré. La conférence qui constituait l'activité phare de cette rentrée politique a évalué le chemin parcouru par la section de Gao avant de se pencher sur les voies et moyens pouvant conduire leurs candidats à la victoire finale. Ces assises seront l'occasion pour les militants et responsables de notre section d'échanger sur la vie et l'avenir de la nation en général et notre région en particulier et traduire en programme les priorités et préoccupations des populations. Au secrétaire général d'évoquer les douloureux événements qui se produisent au nord du Mali. Il soutient toutes les issues possibles sans porter atteinte au tissu social et à l'intégrité territoriale du pays. Notre conférence se tient à un moment difficile pour notre pays, caractérisé par une rébellion injustifiée et qui menace l'intégrité territoriale et la cohésion sociale. Permettez-moi en cette douloureuse circonstance d'adresser nos condoléances les plus attristées aux familles des disparus des attaques d'Aguelhok, de Menaka et récemment de Khombori. Nous prions Allah le Tout-Puissant, clément et miséricordieux, qui les accueille dans son paradis éternel. Le parti de la poignée de main a également eu le soutien des partis amis à travers des témoignages. L'Alliance pour un Mali prospère AMP a officiellement lancé ses activités hier. Elle se fixe comme objectif de promouvoir l'éducation, la santé et de lutter contre le chômage, le sous-emploi, l'exode rural et l'immigration clandestine. Compte rendu Fademba Keita. Ce hymne annonce le démarrage des activités de l'Alliance pour un Mali prospère. Une alliance qui est constituée de plus de 10 associations de jeunes et de femmes. Ainsi, elle envisage plusieurs actions pour la mise en œuvre des grands chantiers de développement, avec en ligne de mire l'amélioration des conditions de la femme. L'objectif reste et demeure la promotion de la femme, l'implication des femmes auprès des hautes autorités pour combattre toute tentative de destruction de la paix, de la sécurité, de la stabilité. L'avenir de notre jeunesse est également au centre des préoccupations des responsables de l'Alliance pour un Mali prospère. Nous nous engageons à élaborer des programmes, des plans d'action axés sur la jeunesse, au travail décent, insertion pour le bien-être de la jeunesse malienne en général. Ensemble, agissons pour un Mali prospère, telle est la devise de cette alliance qui entend s'impliquer dans les actions de développement en cours dans notre pays. Ses membres fondateurs visent à contribuer à la promotion de l'éducation et de la santé, lutter contre le chômage, le sous-emploi, l'exode rural et l'immigration clandestine, développer le comportement et l'esprit citoyen chez les femmes et les jeunes. Ce groupement d'associations prône l'union des cœurs et de l'esprit de toutes les forces vives pour un développement harmonieux du pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a, en marge de sa visite dans la région de Ségou, initié une série de rencontres avec les jeunes leaders d'associations des cercles de Tomignan, de Baraouli et ceux de la commune rurale de Bla. Ces rencontres avaient pour objectif de permettre au ministre Djigiba Keïta de s'enquérir des conditions de vie des jeunes pour trouver des solutions idoines à leurs préoccupations. À l'issue de ces différentes rencontres, plusieurs difficultés ont été évoquées par les jeunes leaders d'associations, parmi lesquelles l'insuffisance des infrastructures socio-éducatives et sportives. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Mohamed Lamine Sissoko, Abdraman Maïga.
Une jeunesse bien informée et mieux sensibilisée est capable de soulever des montagnes. Tel est le message émis par le ministre de la Jeunesse et des Sports au cours de ces rencontres initiées avec les jeunes de Tomia, Bla et Braouli. À travers ces concertations, le ministre voulait s'enquérir des conditions de vie des jeunes pour leur plein épanouissement. Plusieurs difficultés ont été évoquées par les jeunes leaders d'associations au cours de ces différentes rencontres, parmi lesquelles figurent l'insuffisance des infrastructures socio-éducatives et sportives, le manque crucial d'équipements et de matériel de sonorisation, la formation et l'insertion des jeunes dans les activités génératrices de revenus. Nous demandons à tous les bureaux au niveau de la base jusqu'au sommet de nous envoyer un programme et voir si le bureau exécutif peut supporter des activités des jeunes au niveau de la base. Sinon, on a déjà un programme, on a un boussole, on travaille avec ça dans le sens du développement de la jeunesse. Nous pensons qu'avec le nouveau document que nous avons, le plan d'action quinquennal qui sera exécuté, avec les ressources que nous allons avoir, nous pourrons, ça et là, à travers le Mali, créer de nouvelles infrastructures, donner des équipements et renforcer l'unité de la jeunesse. Il s'agissait également pour le ministre Djigiba Keïta de s'entretenir avec les futurs décideurs du Mali de demain sur certaines ambitions de son département, celui d'unir tous les fils du pays autour d'un objectif commun, à savoir la promotion du sport et la mobilisation des jeunes pour la réussite des élections présidentielles d'avril prochain. Nous avons cette nouvelle initiative qui est l'entrepreneuriat des jeunes, que j'ai appelée la révolution parlementale, c'est-à-dire nous voulons que les jeunes comprennent que la fonction publique ne peut plus. Et il faut qu'avec un accompagnement, ils puissent s'insérer dans la société, ils puissent se prendre en charge, prendre leur destin en main pour pouvoir être de jeunes entrepreneurs. Et là, nous avons un projet avec des partenaires financiers. Je crois que ça, c'est le nouveau pôle d'attraction des jeunes. Pour joindre l'utile à l'agréable, les jeunes ont reçu de la part du visiteur du jour des jeux de maillots et des ballons. Comme pour dire, mettez-vous au travail dès maintenant, car le Mali a besoin de chacun de vous pour développer son sport et amener un jour la Coupe d'Afrique des Nations au Mali. Les jeunes ont profité de ces cadres de concertation pour féliciter l'équipe nationale pour la 3e place qu'elle vient de remporter au cours de la 28e Coupe d'Afrique des Nations. Ici à Bamako, l'atelier de formation sur les connaissances des institutions de la République a pris fin le week-end dernier. Cette formation a été organisée par le ministère des Relations avec les institutions à l'intention des responsables des fédérations, des démembrements et des structures du Conseil national des jeunes du Mali. Reportage Sokona Kamisoko. Ils étaient au total une trentaine de jeunes à prendre part à cette formation de 3 jours. Au sortir de l'atelier, les participants s'estiment heureux d'avoir renforcé leurs connaissances sur les notions de patrie, d'État, de démocratie, de décentralisation et d'élection. Le Conseil national de la jeunesse du Mali et son partenaire, il s'agit du ministère chargé des institutions, vous a apporté l'appui nécessaire vous permettant de former, de sensibiliser et de mobiliser d'autres jeunes de vos localités. Votre engagement à relever ces défis constituera une grande contribution des leaders que vous êtes à la formation civique et citoyenne de la jeunesse de notre pays. Nous, jeunes leaders, déclarons solennellement soutenir les réformes politiques en cours. Il s'agissait également pour les initiateurs de la formation d'attirer l'attention des jeunes sur le rôle et la place des autorités traditionnelles et ceux des institutions de la République dans la consolidation de la démocratie. L'objectif, c'est la mise en œuvre effective du plan d'action consensuel partagé et accepté que nous avons signé avec 7 collectifs de jeunes, dont le Conseil national des jeunes du Mali. Ils ont fait une déclaration solennelle pour soutenir les réformes politiques en cours, pour dire également, inviter tous les jeunes du Mali à sortir pour voter massivement et utilement. Les jeunes ainsi formés entendent relever un défi majeur, renforcer la culture démocratique dans notre pays. La formation des jeunes, un reportage signé Ramata Kounati. 119 milliards de francs CFA, c'est le montant injecté au budget national par la mine d'or de Morila SA en 2011. Performance à saluer, l'événement a été célébré jeudi dernier dans la commune rurale de Sanso à travers une cérémonie qui a regroupé l'ensemble des responsables, les partenaires de Rand Gold Ressources, Anglo Gold de Ashanti et les autorités de Sanso. C'est ce que nous dit Daouda Diakité. Cette cérémonie qui a regroupé du beau monde dans la commune de Sanso ce jeudi 23 février 2012 célèbre les performances de Morila SA dans l'atteinte des objectifs en matière de santé,
la sécurité au travail et dans la production de l'or au titre de l'année 2011. Morila a dépassé ses objectifs de production au cours de l'année 2011. Et ce qui nous a permis de produire une quantité d'or équivalente à 7,7 tonnes, contre une prévision budgétaire de 6,5 tonnes. Ce résultat qui constitue le couronnement de l'engagement et des efforts inlassables consentis par la direction, les partenaires de Anglo Gold Ashanti et Rand Gold Resources ainsi que l'ensemble des travailleurs a permis à Morila SA d'injecter au budget national la bagatelle de 119 milliards de francs CFA. De 2000 à 2009, Morila a injecté en tout 741 milliards de francs CFA dans l'économie malienne, y compris 119,44 milliards de francs CFA comme part des dividendes. Autorités administratives, élus communaux et représentants des communautés riveraines, dans leurs différentes interventions, n'ont pas taré d'éloges pour Morila SA qui, de son démarrage en 2000 à 2012, a investi plus de 5 milliards de francs CFA. Morila SA a toujours œuvré par le développement des secteurs éducatifs, sanitaires, socio-économiques et culturels. Comblé par l'accompagnement de celles-ci pour le développement des secteurs ci-dessus cités, je réitère mes sincères satisfactions. À ceci s'ajoute une multitude d'initiatives de projets porteurs pour la consolidation des acquis au profit des communautés riveraines de la mine d'or de Morila SA. Sport football championnat national Ligue 1, la 12e journée s'est poursuivie hier avec 2 matchs au stade Modibo Keïta. Le Djoliba AC invaincu après 11 journées a partagé in extremis les points avec le CSK. Avec le second match nul, les Rouges de Bamako sont désormais talonnés par le stade malien de Bamako. L'ASCO, elle, était opposée au COB en deuxième heure. Au terme d'une belle partie, les pensionnaires de Korofina réussissent à l'emporter 1-0. Le résumé avec Al-Jumatina. C'est sur des chapeaux de roue que démarre l'explication Association sportive de Korofina Club Olympique de Bamako. Jusqu'à la fin, difficile de prédire l'issue de la partie, tant le jeu est ouvert et agréable. Chaque équipe fait montre de son aisance technique et tactique. Au sortir de la pause, lorsque le score est nul et vierge, le club olympique de Bamako aurait pu avoir un bien meilleur sort sur cette action. Le référé central Abdoulaye Keïta décide autrement au bonheur de l'association sportive de Korofina. De retour des vestiaires, l'ASCO a l'inspiration qu'il faut pour débloquer la situation. Sidiki Kourouma ouvre le score. Nous sommes à la 47e minute. Dès lors, les occasions de but affluent de tous les côtés. Mais sans succès. 1-0 pour Korofina. On va continuer à travailler. Jusqu'à présent, il y a des choses à régler. Souvent, quand on perd le ballon, tout le monde est resté. On ne recule pas. Alors, et quand on a le ballon dans le quart adverse, on n'avance pas. C'est ça le problème. C'était un match amplement disputé et puis un match très sérieux parce que de part et d'autre, toutes les équipes pouvaient gagner ce match. On a perdu, on va continuer à travailler. Déjà, on avait eu droit à la rencontre Djoliba Athletic Club Centre Salif Keïta. Sur le papier, si c'était l'affiche vedette de la 12e journée, ce fut par contre un tout autre match. Loin des espérances. Néanmoins, la seule nette occasion de but en première mi-temps est au compte des Rouges de Bamako à la 45e minute. Ni le Guinéen Almami Kamara, encore moins Bouakar Bankoura ne peut marquer. Il faut attendre la 90e minute pour voir des buts. Les boys du CSK, à la suite d'un contre intelligemment joué, ouvrent la marque par l'international cadet Aboukar Itunkara, aux grandes dames des nombreux supporters du Libis présents dans les gradins. Au moment où on s'achemine probablement vers la toute première défaite du leader, le Djoliba trouve les ressources nécessaires dans les dernières secondes pour arracher le point du nul grâce à Karim Sokoba. Ça a été un peu difficile devant, on a raté beaucoup d'occasions, tu sais que c'est la loi du foot. Si tu rates beaucoup d'occasions, si l'adversaire gagne pour lui, ici il marque. Depuis la saison passée, on prend des buts par des erreurs défensives. Mais on verra, on va faire tout possible pour que cela n'arrive plus. Certes, les Rouges restent invaincus, mais ils ne sont plus qu'à 2 points d'avance sur leur rival, le Stade Malien de Bamako.
La chronique santé du jour est en service de prothèse pour découvrir la prothèse dentaire. Pour les dentistes, une dent qui manque doit être obligatoirement remplacée. La prothèse qui permet donc de retrouver les fonctions perdues comme la bonne mastication et la bonne prononciation. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. La prothèse est un dispositif médical servant à remplacer un organe totalement ou partiellement absent. Dans le cas de la dent, cette absence peut être due à un accident, à un mauvais entretien ou à une malformation congénitale. Elle vise à remplacer et à redonner les fonctions perdues comme la mauvaise prononciation, la mauvaise mastication et l'esthétique. Au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie de Bamako, on réalise deux types de prothèses dentaires, les fixes et les mobiles. Ici, on estime que placer une prothèse dentaire, c'est éviter d'autres problèmes. Lorsqu'on perd une dent, elle est à remplacer, même si c'est une seule dent, et surtout quand le nombre est élevé. Parce que l'absence de dents joue sur le coefficient de mastication. Au lieu de bien mastiquer les aliments, donc on surcharge l'estomac. Donc la dent a un rôle très important dans le circuit de la digestion. Donc une dent enlevée est obligatoirement à remplacer. Sinon, les conséquences aussi sont d'ordre dentaire. On peut avoir les dents antagonistes qui peuvent descendre, c'est ce qu'on appelle l'égression, ou on peut voir des migrations, les versions dentaires, suite à l'extraction non compensée. 3 étapes pour une seule chaîne prothétique impliquant d'abord les médecins pour les empreintes et les fiches techniques, les techniciens de laboratoire pour la confection de l'appareil, sa sculpture, puis encore les médecins pour son placement et les conseils hygiéniques. Au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie de Bamako, prothèses fixes et mobiles sont fabriquées dans 2 laboratoires distincts. Au niveau du laboratoire de prothèses, on réalise des appareils de prothèses. Ici particulièrement, les prothèses fixées, puisqu'on a d'autres labos qui s'occupent des appareils mobiles. Au niveau des cabinets, on fait les préparations cliniques. Nous, on ne s'occupe pas de ça. On prend les empreintes au niveau des cabinets, on nous envoie au labo. Notre travail commence à partir de là. On fait la coulée des empreintes, après on prépare un peu les modèles. On fait la sculpture, les mises en cylindre, il y a plusieurs processus. Donc, enfin, pour aboutir à la pièce même qui sera mise en bouche. À l'étage, un autre laboratoire, le plus grand cette fois-ci, où se fabriquent les prothèses mobiles. Ici, c'est le labo pour la confection des prothèses mobiles. Voilà. Les prothèses en résine, parce qu'en fait, il y a 2 types de prothèses mobiles. Il y a les prothèses mobiles en métal qu'on appelle les Philips et puis les prothèses mobiles en résine que nous on confectionne ici. La prothèse mobile peut être enlevée n'importe quand et par le patient lui-même. La prothèse fixe, elle, ne s'enlève pas si facilement. Toutes 2 doivent faire l'objet d'entretiens réguliers et corrects. Une prothèse doit être entretenue au moins 3 fois par jour. Après chaque repas, une prothèse amovible, une prothèse fixée. Donc la prothèse fixée, c'est plus facile, comme je l'ai dit. C'est dans la bouche, ça ne sort pas. C'est comme la dent naturelle de la personne. On doit se brosser après chaque repas. Donc quant à la prothèse amovible, on peut profiter de son bain et puis on fait l'entretien. Pour les prothèses fixées, vous avez besoin de nettoyer les autres dents qui sont dans la bouche. Mais la prothèse amovible complète, on peut se passer des pâtes dentifrice. Il y a du savon qu'on peut utiliser, mais une brosse quand même. La prothèse fixée n'est jamais enlevée après avoir fini de manger et l'entretien se fait comme si on se brosse les dents, donc 3 fois par jour. Quant à la prothèse mobile, il faut chaque fois l'enlever et la replacer à sa place. Une prothèse mal entretenue entraîne aussi des conséquences très graves, voire souvent des gens qui viennent avec la mauvaise haleine qui est consécutive à une prothèse mal entretenue. Une prothèse mal entretenue peut être inadaptée dans la bouche, qui peut amener d'autres pathologies
et souvent qui sont souvent dépassant le niveau prothétique et qui est référé au niveau de la stomatologie pour corriger ces pathologies. Et la gencive qui peut être flottante et ça peut aller jusqu'à la tuméfaction. Fin de cette édition. Tout à l'heure, formation continue avec Nyanya Alou Traoré. Demain, 10h, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga. Au plaisir de vous retrouver pour les rendez-vous du soir. Merci, bonsoir et à demain.